tous. Donc, société Albéa. Albéa, c'est une ETI française qui compte 12 000 collaborateurs dans le monde et qui produit le packaging pour la cosmétique. Donc, tout ce qui va être pour packaging plastique, du tube, rouge à lèvres, etc., ce que vous avez dans les mains, produit donc par la société française. Bonjour à tous, Paul Saufplane, je suis secrétaire général et DRH d'Alan. C'était qu'on a créé en 2016, c'est 700 000 assurés aujourd'hui en France, en Belgique et en Espagne. Essentiellement dans l'assurance santé et prévoyance, mais plus généralement développement d'outils de santé au travail. Et on est notamment connu aussi pour avoir participé à la cofondation de Mistral. Bonjour à tous, Guillaume Raval-Suquet, je suis le DRH du groupe Petit Forestier, RSE et communication en même temps. Petit Forestier, en fait, vous les voyez au quotidien dans les rues de Paris. C'est ce qui vous apporte votre poisson, votre viande, vos petits fours, vos gâteaux frais à la maison et que vous puissiez les déguster de la meilleure façon possible. Et chiffre d'affaires de chiffre d'affaires de 1 milliard sur 24 pays, 6 000 personnes, 80 000 camions, 50 000 réfrigérateurs, 6 000 conteneurs. Et Albéa, c'est pareil, hein, vous êtes sur la même thème. Oui, c'est pareil, c'est 1,2 milliard également. Ouais. Mathieu Lozac, donc c'est peut-être un peu plus facile dans ce sens-là. L'Oréal, donc leader mondial de la beauté, 85 000 collaborateurs, 15 000 en France. Et je m'occupe notamment des métiers du digital, la transformation digitale de la data pour le marché de L'Oréal France. Super. Alors, question qui s'adresse à vous quatre, et tout à l'heure, Yann et Benoît ont déjà abordé le sujet, mais pourquoi est-ce qu'il est aussi important de saisir de l'IA pour les RH aujourd'hui ? J'ouvre, vous retournez vers moi, donc je vais ouvrir. Non, je souscris à ce qui a été dit en introduction. C'est un sujet qui est bien au-delà de la tendance. C'est un sujet qui est transformatif pour l'apprentissage, pour le rapport au temps et ce qu'il va aussi générer pour les collaborateurs. Donc, c'est un vrai sujet où les RH ont un rôle à jouer et on pourra y revenir. L'Oréal a fait le choix il y a bientôt 2 ans en montant sa task force GenAI au sein du groupe d'avoir une triple gouvernance, dont une gouvernance RH, donc au DRH, la direction RH du groupe, pour reconnaître et aussi inscrire cette idée c'est un des grands axes de travail d'upskilling de l'organisation en même temps que les aspects de tech et de cas d'usage pour les métiers, donc c'est évidemment essentiel. Je pense que notre enjeu, c'est de faire en sorte que la technologie ne dépasse pas l'humain. Donc on doit en interne améliorer la vitesse et accélérer la vitesse d'adoption de l'IA. Et donc d'une façon simple, je pense que ça doit être notre objectif, pur et simple. Comment on fait pour faire en sorte que l'IA soit adoptée le plus rapidement possible en interne et qu'on s'en sert de façon intelligente en interne sur des use cases. Sujet de transformation, sujet de compétences, donc pour le coup, voilà pourquoi on doit s'en emparer. Je rajouterai quand même une dimension qui me semble importante, qui est une dimension plus auto-centrée, qui compte aussi, en fait, parce qu'elle profondément, elle est en train de transformer notre métier. Il y a une chose qui a été dite, qui a été approchée tout à l'heure par Yann, qui est pour moi extrêmement intéressante, et quand Benoît faisait référence aux applis, c'est pareil, c'est le gros saut de la GenAI, c'est d'enlever tout le frein technique pour entrer dans un nouveau sujet. Et ça veut dire que nous, en tant qu'RH dans nos équipes, on peut enfin avoir accès à des compétences auxquelles soit on ne s'autorisait pas forcément à aller, soit auxquelles on n'avait pas accès. Il fallait demander à des data scientists d'aller nous tirer de l'info. Il fallait demander à des designers pour nous préparer des communications internes. Ça, c'est en train de sauter. Et donc, il y a une double question d'à la fois nous reprendre, et comme dans tous les métiers en réalité, reprendre davantage d'autonomie et d'avoir un accès à des compétences plus larges, en tout cas de premier niveau. Vous ne serez jamais des experts, en tout cas pas pour l'instant. En revanche, ça va compter. Et de la même manière, comment nous, on renvoie notre expertise, notre savoir-faire, notre patte, notre culture, la manière d'aborder des sujets sociaux à des managers de premier niveau qui aujourd'hui, naturellement, repoussaient en disant c'est pas mes compétences, ça c'est un sujet RH. Et je pense qu'il y a dans cette idée d'avoir des compétences beaucoup plus larges, là on a un outil très très fort avec comme seule barrière à l'entrée l'utilisation, puisqu'il n'y a plus de frein technique, c'est un langage complètement naturel. Ils rentrent, ils sont formés directement, je suppose. Et en tous les cas, ils arrivent déjà avec des compétences. Je pense qu'on a commencé tôt, on a commencé dès 2022. Et là, vraiment, je parle à nouveau de l'IA générative. Donc, on a essayé de prendre la vague très, très tôt. En revanche, il y a eu, comme tout, un besoin d'adaptation, de formation, besoin de tester beaucoup. Et maintenant, effectivement, on est plus dans un train d'avoir, maintenant que les outils existent, il y a un vrai sujet au moment de l'onboarding, parce que les gens, à la fois, nous rejoignent pour ça, sachant qu'ils vont apprendre dans un environnement qui est
relativement à la pointe, mais je pense que Benoît rappelait le fait que tout va très très vite, donc nous-mêmes on est obligé de se challenger, et réciproquement, à nouveau, dès lors que vous retenez qu'il n'y a pas de barrière technique, où il y en a peu, vous pouvez rattraper votre retard très rapidement. C'est la partie positive aussi. Vous pouvez recréer le savoir écrit qui vous manquait pour fueler ces modèles beaucoup plus vite qu'il y a 2-3 ans. Chez nous, l'histoire de l'IA a démarré avec l'arrivée de ChatGPT et l'usage que les collaborateurs, on en parlait tout à l'heure, en faisaient pour leur propre usage personnel, mais aussi professionnel. Et donc, en tant que DSI, ça posait immédiatement des questions de sécurité de l'information. Donc, immédiatement, on a lancé un projet de mise en place d'un ChatGPT interne sécurisé qui, justement, permettait de basculer ce trafic sur un outil interne un petit peu mieux maîtrisé. Et puis, on s'est aperçu que cet outil-là, finalement, peu de gens le connaissaient, peu de gens savaient vraiment l'utiliser. Donc, on a lancé des webinaires également plutôt à l'initiative d'une direction informatique, de ma direction informatique. Pendant ce webinaire, on s'est aperçu qu'à peu près 50% des personnes n'avaient jamais utilisé de GenAI. Donc, on a poursuivi ces webinaires pour travailler sur cette acculturation et cette formation, cette compréhension. On a vu les pourcentages monter petit à petit, mais c'est une aventure qui continue, cette acculturation et cette formation des uns des autres. Certains disaient « oui, je connais l'IA, oui, je connais ChatGPT ». Et quand on leur demandait « mais est-ce que vous l'avez utilisé ?» ils disaient « non ». Eh ben, je dirais, on ne connaît pas ChatGPT si on ne l'a pas utilisé, on ne connaît pas l'IA si on ne l'a pas utilisé. Et alors du coup, comment on s'empare de ce sujet-là en interne? Comment est-ce qu'on arrive à onboarder et à embarquer les équipes là-dessus? Avec ce que vous mettez en place aujourd'hui, c'est quoi le taux d'adoption? Entre l'avant et l'après, donc après les webinaires, on a fait x2, x3 en croissance de trafic, ce qui est une très bonne chose. Alors on dira, ça coûte cher, mais non, en fait, ça ne coûte pas si cher que ça. Et puis j'ai envie de dire, si ça coûte cher, c'est très bon signe, c'est-à-dire que c'est très utilisé. Et donc, ça apporte de la valeur. Donc, des webinaires et puis des sessions d'idéation, puisqu'en fait, on s'aperçoit aussi que la maturité des métiers, mais au sens très large, est finalement assez limitée sur cette technologie qui est raisonnablement encore assez récente et que les uns et les autres ne comprennent pas forcément le potentiel. Donc, de l'acculturation et de l'idéation pour produire des idées, des cas d'usage et amener les gens aussi à travailler les uns avec les autres. Des cas d'usage des RH peuvent tout à fait s'appliquer au legal ou alors à la supply chain, au manufacturing, j'en passe. Et donc, il y a cette cross-fertilisation qui est également très utile. Au sein du groupe Petit Forestier, au mois de juin l'année dernière, on s'est posé la question avec le comité exécutif de qu'est-ce qu'on allait faire avec l'IA. Et on a demandé en fait à notre DSI et à un chef de projet de venir, de présenter quelque chose. Et en fait, la première surprise qui a été, c'était combien il y avait de personnes qui utilisaient l'IA au mois de juin de l'année dernière. 200. Là où c'est le plus important, c'est que ces 200 en fait généraient 30 000 requêtes par mois. Et c'était uniquement en fait pratiquement sur ChatGPT. Tout est ouvert pour l'instant chez nous. On est en train de travailler sur des conteneurs dans lesquels on met des documents plus confidentiels, donc on est en train de sécuriser tout ça. Là où je veux partager l'expérience qu'on a eue, c'est que sur les 200 personnes, il y avait plus de la moitié qui venaient en fait des ateliers. Donc des ateliers dans les garages du groupe Petit Forestier. Et ces 200 personnes avaient trouvé un cas d'usage très simple, qui était de savoir en fait comment retrouver le plus rapidement possible les codes de référence de pièces détachées. Et donc il y en avait un qui avait trouvé que ça allait beaucoup plus vite de poser la question à ChatGPT que d'aller sur les systèmes d'information du groupe Petit Forestier. Et là, ça nous a questionnés. On s'est dit super, banco, c'est génial. Et donc en fait, on a redirigé nos actions en train de se dire en fait, on va pas forcément commencer des cas d'usage au niveau du siège, au niveau du corporate, au niveau du légal, du DRH. On le fait en parallèle, mais on va mettre le paquet au niveau des opérations et faciliter en fait le travail au quotidien en fait d'un mécano, d'un frigoriste, d'un carrossier. Lorsqu'il voit arriver en fait un camion, en fait, il a des questions. Et ces questions, en fait, il les pose aujourd'hui à un système d'information. La plupart en fait de nos carrossiers ne savent pas en fait manipuler un ordinateur. Par contre, ils savent aller sur un chatbot et poser des questions très simples. Et les questions très simples qu'ils peuvent poser maintenant à notre IA chez Petit Forestier, c'est quelle était la dernière révision du camion ? Quelle était la dernière panne? Quelle est sa consommation? Et en fait, au lieu de faire une requête sur un système d'information interne, on se retrouve à donner la possibilité à l'ensemble de nos collaborateurs de premier niveau
d'avoir accès à l'information de la façon la plus simple possible, c'est-à-dire un chat en disant « Peux-tu me dire tel camion, quand est-ce qu'il y a eu sa dernière révision préventive, curative ou que sais-je » Et là, vous avez plein d'informations. Donc c'est génial, en fait, parce que vous n'avez pas de formation à faire, parce qu'il suffit juste de poser la question dans le langage que vous voulez, dans la langue que vous voulez, parce qu'on a aussi cette problématique de temps en temps dans certaines régions de France, où on n'a pas toutes les langues françaises, la langue française qui est complètement maîtrisée, et donc en fait vous avez capacité à dialoguer avec quelqu'un qui vous apporte de l'information de premier niveau. Si on va un peu plus loin, le directeur d'agence, il peut demander en fait à l'IA maintenant, donne-moi en fait tous les camions qui doivent être révisés cette semaine. Là où hier, il allait voir son responsable d'exploitation, il lui demandait de sortir une requête pour pouvoir avoir telle information, là, de son bureau, il chatte et il a l'information tout de suite. Et donc, vous avez en fait une capacité d'accès à l'information qui devient exponentielle, qui est libre de droit, qui est libre de formation. Et donc, vous avez une capacité en fait à rendre l'organisation beaucoup plus fluide. Et donc, c'est quelque chose de génial et qui va en fait nous donner la capacité de responsabiliser en fait la première ligne au quotidien. Donc, c'est quelque chose, un cas d'usage génial. On va continuer de mettre à disposition la data au plus bas niveau de l'entreprise et de commencer à créer de la valeur à ce niveau-là. Et ça, c'est génial. Peut compléter là-dessus. L'Oréal s'est accéléré sa transformation aussi digitale depuis 10 ans. 2018, on avait, c'est pour revenir sur les IA avant l'IA générative, on avait racheté une entreprise qui s'appelait Modiface et qui faisait de l'essai virtuel, notamment de maquillage, donc avec une technologie très deep tech. Donc tout ça a percolé dans l'organisation. Et puis quand on a pris la GenAI il y a vraiment 2 ans, une des premières choses qui a été faite, c'est de nommer cette task force finalement avec cette gouvernance dont je parlais tout à l'heure, notamment RH, avec 4 axes, 4 missions. La première mission, c'est de cadrer et avoir un frame responsable de l'usage de l'IA. Aujourd'hui, on a même un module qui est dédié à l'IA de confiance et qui couvre tous ces sujets qui sont clés pour aussi démystifier et accompagner dans l'usage la sustainable AI, l'explicabilité des résultats, la supervision humaine. Et quand je parle de supervision humaine, c'est aussi la définition que le groupe L'Oréal met derrière. C'est évidemment un outil qui est formidable, qui doit être au service de l'humain, d'un humain qui est complété, qui est augmenté, qui est empoweré. Donc c'est pour refaire le lien avec tous les sujets d'autonomie et de retrouver de la capacité d'action dans son travail et de générer sa propre valeur là où elle est pertinente. Donc ce travail-là, il a été le premier. Hubert disait qu'il avait créé un chat GPT interne, ça a été aussi le cas chez L'Oréal. Entre septembre et décembre 2023, ça a été travaillé par les équipes, livré en décembre 2023, et on fête à peu près les 1 an des déploiements d'usage. Et en fait, l'utilisation, elle est très intéressante, puisqu'on en est à 55 000 collaborateurs utilisateurs, 20 000 utilisateurs hebdomadaires. Donc la sauce prend, les scores, les NPS prennent, sont en augmentation, et donc ça se diffuse. Et après, il y a tout ce que l'on fait au quotidien pour continuer d'activer la pratique de tous les collaborateurs, cet outil interne finalement, où on les amène à travailler, à réfléchir sur la génération d'idées, sur l'exploration, sur l'apprentissage, parce qu'on peut faire des choses évidemment formidables et qui vont au-delà de la traduction, qui vont au-delà juste de l'édition de documents ou de notes. On peut pousser effectivement les choses beaucoup plus loin. Mais du coup, ça veut dire que ça se passe comment? Il y a des brainstorming entre équipes pour se dire comment est-ce qu'on prend l'IA en main? Est-ce qu'il y a des ambassadeurs ou des champions en interne? Comment est-ce qu'on vraiment on insuffle et on a, enfin là, les guidelines à donner, c'est par quel bout de la lorgnette on doit prendre ce sujet pour vraiment que ça insuffle et que les équipes se l'approprient au plus grand nombre? Tu as 2 piliers qui lui ont déjà été donnés à l'instant, qui étaient la plateforme unique. Moi, j'y crois beaucoup. Donner un point d'entrée très simple va aussi résoudre en partie ce sujet de charge IT que vous avez. C'est-à-dire que si les gens doivent souscrire un abonnement sur Claude parce qu'ils savent que pour les images, c'est mieux, et puis aller sur Anthropic pour faire telle chose et aller sur Mistral pour telle autre, en fait, on ne va pas y arriver. Et deuxièmement, cette plateforme, ce point d'entrée unique, il nous permet aussi de voir qui sont les équipes qui l'utilisent beaucoup. On voit qu'on a 90% d'usage en hebdo, qu'en moyenne, on a une douzaine de tâches par jour pour les gens qui l'utilisent. Donc, comment je vais attraper les 10% qui manquent et comment je les cible, ces gens-là. La deuxième chose, c'est la veille. Donc, effectivement, nous, on a utilisé plutôt un système où on a 1 à 2 personnes par petite équipe
auquel on a dit, il y a un énorme sujet, ça bouge très vite, et donc dans tes objectifs, il y a un sujet de veille et de faire diffuser à la fois en interne ce que tu vois de bien intelligent qu'on pourrait copier, ce que les sales ont fait et comment on communique davantage parce que ça peut nous servir aussi, mais aussi ce qu'on voit qui passe sur X, qui passe sur LinkedIn, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous allez attraper en rencontrant, en échangeant. Énormément de cas d'usage comme ça. Et ça, ils sont objectivés dessus. Oui. Ça, c'est hyper intéressant. Et ça, pour le coup, c'est très fort parce que je crois beaucoup sur ces sujets-là à la capillarité. D'ailleurs, pour moi, il y a vraiment eu 2 phases chez Alan. On a eu 2022 jusqu'à début 2024 où je suis convaincu qu'on a laissé les gens tester et presque jouer, et qu'on a en partie parfois presque perdu du temps à jouer. Mais en fait, les usages ont été ancrés. Et quand les gens revenaient le lundi matin en me disant « j'ai fait une chasse au trésor pour l'anniversaire de ma fille en utilisant Mistral », on se dit ok, donc là le truc commence à rentrer vraiment. Et ensuite 2024 a été l'année, une fois que les taux d'usage étaient élevés, vraiment on se remet en ordre de bataille, on dit ok, quels sont les gros projets sur lesquels là on souhaite investir parce qu'on pense que c'est différenciant pour nous. Et on en a 3, soit parce que c'est un produit fondamental, donc typiquement nous on a une intelligence artificielle pour répondre aux questions de santé qui est ouverte à nos clients, supervisée par des médecins, mais ça c'est un produit Alan extrêmement différenciant et donc on le pousse. Soit parce que c'est un enjeu business très fort, typiquement nous dans l'assurance c'est le sujet de fraude, et ça on ne souhaite pas l'acheter à l'extérieur, on souhaite en mesure de le développer parce que c'est trop fort, trop différenciant, soit parce qu'il y a une patte culturelle. Et c'est là où le 3e sujet est un enjeu RH pour nous, qui est vraiment des assistants pour accompagner les différents managers notamment, en les aidant à répondre à des questions, à des situations managériales difficiles, en intégrant à la fois une partie de base droit du travail, mais aussi la patte Alan en termes de culture, ce qu'on attend, ce qu'on leur demande. Et ça, je ne pourrais pas demander à Salesforce ou à Workday de le développer et de me le pousser. Donc ça, je trouve que c'est des bons frameworks pour remettre tout le monde et se dire on se concentre sur ces quelques sujets, et puis le reste, la traduction de la vidéo, etc., c'est des sujets qui seront sur le prochain Samsung S26, S27, donc il n'y a pas de sujet. Par contre, peut-être juste pour finir, 2 éléments que j'ai entendus qui pour moi sont très importants en complément et qui sont venus de l'expérience qu'on a pu accumuler. La première chose, c'est ce que disait Guillaume tout à l'heure, c'est un outil qui est extrêmement riche à partir du moment où l'information circule. Vous allez pouvoir enlever des couches de friction, de hiérarchie, si l'information est prête à circuler. Si l'information dans votre entreprise est complètement silotée, que vous n'avez pas cette habitude que ça circule, là vous allez vite être coincé en fait. Donc il y a aussi un enjeu culturel pour moi à prendre davantage d'écrit et à accepter que l'information, en fonction de ses degrés de confidentialité, circule davantage entre les équipes. Le 2e sujet, et ça c'est peut-être juste une astuce que moi j'essaie d'utiliser beaucoup, tu me posais la question sur l'onboarding, c'est l'image. Ce qui nous, je pousse à beaucoup aider, c'est d'avoir des techniciens qu'on a envoyés, on avait 3 personnes, dont notre CTO, qui on a dit tu vas rentrer en profondeur dans les papiers académiques pour comprendre comment ça marche, être capable de nous expliquer vraiment ce qu'il y a derrière. Entre ce que vous voyez sur ChatGPT et l'image, j'ai toujours considéré que l'image était le bon point d'entrée parce que je me souviens, avant même ChatGPT, il y avait DALL-E qui était le premier. Et DALL-E, quand vous demandiez une image, il vous générait 10 réponses. Et en fait, avec des images, contrairement à un texte, vous voyez tout de suite que ces outils-là sont des outils statistiques qui, à une question donnée, peuvent vous donner 5, 6, 7 réponses. Et qui, en plus, quand vous regardez l'image, elle a l'air formidable. Et puis, dès que vous allez zoomer un peu dedans, vous voyez que votre bonhomme, il a 6 mains, 3 yeux, que rien ne va. Et ça vous aide à prendre beaucoup de recul. Là où, aujourd'hui, quand vous mettez un collaborateur qui n'a jamais touché à ces outils, je me souviens quand j'ai montré ChatGPT à mon père pour la première fois, il s'est pris sur Google en fait. Et donc ce qui sortait était la vérité, et c'était structuré. Et c'est très difficile parce que vous avez l'impression qu'en fait le format est tellement parfait, le rendu n'a pas de faute d'orthographe, c'est structuré, qu'il y a un semblant d'intelligence là où parfois il y a juste du vent. Et donc là-dessus, en tout cas pour les onboarding, nous l'image est un très bon outil pour que les gens comprennent la mécanique, tout en ayant vite le réflexe de dire ah, en fait je ne pourrais pas faire confiance complètement, il va falloir que j'apprenne à garder du recul. Non, je voulais simplement partager peut-être un cas d'usage qui, à mon avis, est applicable à toutes les sociétés. C'est le partage d'informations dans des communautés d'experts. Donc, quand on parle de communautés d'experts, ça peut être des experts RH, ça peut être des experts chaîne d'approvisionnement, des experts production, etc. Aujourd'hui, un certain nombre d'entre nous utilisons les solutions Microsoft, Teams, SharePoint, j'en passe. On stocke un certain nombre de documents, alors on le fait ou on ne le fait pas. Mais en tout cas, l'IA peut être un outil vraiment extraordinaire pour venir, en langage naturel, interagir avec cette base documentaire qui est vraiment une mine d'informations, je dirais même la richesse d'une entreprise. Et donc, vous stockez pour un groupe comme le nôtre qui manipule une dizaine de langues sur 35 usines, chacun va stocker son information, y mettre son document, Word, PDF, PowerPoint, j'en passe. Et en langage naturel, vous allez pouvoir
dans toute langue également, venir aller chercher de l'information positionnée par des experts, quels qu'ils soient, tout en gérant les droits d'accès, la sécurité qui va bien, parce qu'évidemment, tout le monde n'a pas le droit d'accéder à toute information. Ce sont des choses qui sont assez raisonnablement faciles à mettre en place dès lors qu'on a le socle, qui est un socle qu'on a décidé, nous, de développer en effet par nous-mêmes, pour pouvoir le faire évoluer en intelligence artificielle générative. Et demain, on en parle de plus en plus, avec des agents qui, eux, seront non seulement des outils d'interaction en langage naturel, mais également des agents actifs qui vont eux-mêmes réaliser des actions, voire même s'organiser entre eux pour réaliser des actions intelligentes. Mais là, on parle peut-être de dans un an ou un peu plus. Et il y en a déjà pour les sociétés les plus avancées, et puis pour les sociétés normales, ça se fera sur cette année, c'est certain. Sinon, j'ai une petite question sur l'international, notamment pour toi, Mathieu. Comment est-ce que tu fais redescendre les use cases sur les équipes internationales? Je pense que le use case dont je parlais tout à l'heure, voilà, cette plateforme L'Oréal GPT qui a été ouverte mondialement, donc elle a été accompagnée aussi d'un grand programme de formation en 13 langues. Donc tout de suite, on s'est attelé à intégrer et à onboarder tout le monde. Après, une des missions du groupe, c'est aussi de trouver le mode de gouvernance qui permette de couvrir tous les étages de l'organisation, d'intégrer tous les métiers. L'Oréal fait vivre 30 métiers, 130 spécialisations métiers ensemble. Donc il y a à la fois beaucoup d'idées, beaucoup d'envie de générer des use cases. Donc il y a des use cases qui vont être vraiment destinés à certaines parties de la population. Je pense notamment sur la génération de contenu pour travailler les nouveaux codes de beauté pour les équipes marketing développement. Ce qui me permet de dire aussi que l'IA est importante parce que c'est aussi l'intention qu'on met derrière. Et c'est aussi la gouvernance, c'est pas juste la loi, c'est aussi faire des choix forts. Donc, par exemple, L'Oréal a décidé qu'il n'était pas question de générer des visages, des corps, de la peau ou des cheveux qui soient générés par l'IA. Et diffusés en externe. Donc on a des produits qui ont des bienfaits, qui sont testés, qui correspondent à des réalités. Et donc il n'est pas question de venir troubler. Donc ça, c'est aussi un usage responsable de l'IA. Et on est aussi responsable quand on l'ouvre sur de la génération d'images à uniquement 1000 collaborateurs et pas à 85 000, parce qu'on sait que derrière, il y a des enjeux, évidemment, de sustainability, par exemple. Et donc, tous les métiers aujourd'hui ont des champions à l'échelle globale et en local, finalement, tous les métiers peuvent proposer des idées, remonter des POC et après, c'est traité comme un projet IT assez classique. C'est-à-dire qu'on travaille le business case et on le travaille avec des experts qui sont formés sur la cybersécurité, sur l'éthique, sur la data privacy. Et en fait, ça passe au tamis de la gouvernance, ça remonte. S'il y a un impact pour le métier ou pour le groupe, on regarde, on le prend. Donc c'est aussi comme ça, c'est du top-down et du bottom-up, ouvert à tout le monde et en même temps on écoute toutes les initiatives et ce qu'il y a à prendre. Ouais. Une approche complémentaire. Nous, on a fait le choix en fait de laisser pas mal de liberté. C'est-à-dire qu'on part sur l'idée qu'on a la maîtrise de la technologie, donc c'est ChatGPT internalisé. 2, on a la maîtrise de l'architecture. Donc, pour pouvoir accéder aux assistants IA, vous y accédez par votre SSO. Donc, c'est maîtrisé. Et ensuite, toutes les informations qu'on met, on les met en fait dans ce qu'on appelle des conteneurs. Ce n'est pas un jeu de mots interne, mais ça s'appelle a priori comme ça. Et donc, on sait les datas qu'on déverse. Et qu'on déverse en fait dans un conteneur qui est donc un espace fermé. Et donc ça nous laisse beaucoup de liberté, puisque en fait on sait qui est-ce qui rentre dans le système, on sait l'architecture, on sait les données qu'on y met, et donc on se laisse la liberté en fait de donner de la liberté à. Parce que moi je crois beaucoup, plutôt je commence à croire de plus en plus, en tant que DRH, à la liberté au sein des organisations et à la capacité d'initiative personnelle. Arrêtons de mettre trop de règles, laissons l'esprit humain, le côté entrepreneurial. Revenons à la découverte qu'on a fait. En fait, il y avait 200 techs, des techniciens, alors pas des techs côté start-up, mais des techs avec des mains sales qui, en fait, allaient chercher de l'information tout seuls comme des grands. Et c'est ça qu'il faut qu'on aille favoriser. C'est comment, en fait, on donne du pouvoir en fait, à cette partie de l'organisation. Et l'IA peut nous donner cette opportunité-là.
Donc je pense qu'il faut se lancer, il faut construire une architecture, mais il faut se laisser. Arrêtons d'essayer de tout définir à l'avance, de mettre des cadres partout. Laissons de la liberté, laissons respirer l'organisation. Donc il y a des belles discussions en interne sur la charte, mais elle n'a pas encore vu le jour au sein du groupe Petit Forestier. C'est une bonne transition sur ma prochaine question, justement. C'est comment est-ce que vous arrivez à onboarder vos COMEX et où vraiment les PDG, DG de vos groupes sur ce sujet-là? Est-ce que vous avez une liberté d'action? Est-ce que vous avez un budget quand même intéressant pour mettre en place ce qui va bien sur le sujet? Alors, moi, j'ai la chance d'être dans une société dans laquelle le COMEX est plutôt très sensible aux technologies et au support de la transformation par la technologie, donc l'informatique naturellement. Donc, vraiment aucun souci de ce point de vue-là. On est plutôt sur la transformation globale de l'entreprise, qui est forcément plus longue à faire dès lors qu'il y a du monde. Mais là-dessus, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais tu as déjà rencontré des boîtes dans lesquelles c'est les COMEX qui bloquent sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a un lead quelque part dans l'entreprise et qui prend ce lead et qui va défendre un peu les sujets? Tu as tous les métiers, donc par quelle strate tu le prends au départ, etc. Je te laisse, je pense qu'en fait que le budget n'est pas un sujet. Non, le budget en fait, est faible sur ces sujets-là. L'IA est présent partout. Il est déjà embedded dans tous nos systèmes d'information. Et en fait, on a des technologies qui sont relativement simples. Le coût en fait d'une requête sur ChatGPT, je crois que c'est 0,0003, quelque chose comme ça. Donc c'est rien. Donc en fait, c'est le sujet du budget en tant que tel. Alors peut-être pas chez L'Oréal, parce qu'il y a des choses, chez nous, une approche très pragmatique, simple, etc. C'est pas un sujet et on y va, on fonce avec un regard quand même bienveillant du président, mais on a une telle appétence tous à avancer qu'on va tous trouver du budget pour dédier un peu de budget à l'IA et d'avancer en la matière. Peut-être différentes choses. Il y a des aides aussi pour lancer des premiers projets d'IA au niveau de la région, au niveau même de sociétés comme Microsoft qui vous accompagnent là-dessus. Il y a des aides et on parle souvent pour démarrer une initiative d'IA générative de quelques dizaines de milliers d'euros. Enfin, on ne parle pas de 100 000 euros du tout. On est beaucoup plus bas que ça. Donc, c'est relativement simple de démarrer. Puis après, l'usage, moi j'ai tendance à dire, s'il y a un usage, c'est normal quelque part de payer. C'est-à-dire que c'est presque même une bonne nouvelle. C'est-à-dire que s'il y a un usage, c'est qu'il y a un besoin. S'il y a un besoin, c'est assez logique de le payer. Et là aussi, on est sur des enveloppes qui sont, enfin, en tout cas chez nous, malgré une taille intermédiaire, 12 000 personnes, on parle de 10, 20 000 euros. C'est des montants assez raisonnables par rapport à la valeur. Est-ce que c'est le cas chez L'Oréal ? Sans rentrer dans les questions de budget, une direction générale qui a toujours saisi quelque part ce qui commençait. Donc c'est une innovation. On regarde et l'envie a été d'avoir une approche équilibrée, en fait, de se dire qu'il y a forcément des cas d'usage et on va regarder ce qui va avoir de l'impact. En soi, c'est presque facile de passer de 0 à 80 et donc déjà d'embarquer de manière très générale les organisations. Et puis après, on priorise métier par métier et on voit là où il y a de l'impact et on investit dessus en talent et en IT ou en tech aussi, évidemment. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Parce que je pense que c'est un sujet justement sur les freins et les leviers que vous pouvez rencontrer dans vos entreprises. Bonjour, merci à tous pour vos interventions et précisions très intéressantes. J'avais une question par rapport à la réglementation en vigueur, donc au RGPD notamment et au RIA, qui entre en vigueur progressivement. Et c'est vrai que là, quand j'écoute vos retours, notamment le choix de recourir à une charte, etc. La question qui me venait, c'est comment vous travaillez en fait avec les salariés sur l'utilisation de leurs données, l'exercice de leurs droits, comment ils peuvent garder une main là-dessus. De même, est-ce qu'ils sont vigilants quand ils vont utiliser l'IA avec des données de prestataires ou de clients? Et effectivement, une autre question qui me venait, donc c'est plutôt deux questions, je suis navrée, c'était de savoir quand vous allez recourir à des outils qui existent déjà, donc par exemple ChatGPT, est-ce que vous vous assurez aussi derrière de la réutilisation des données, notamment des salariés? Voilà, merci. On aura une table ronde à la fin, notamment sur le côté Shadow IT, sécurité, etc. J'y vais très rapidement pour raconter Alan. 3 éléments là-dedans. La première, de l'importance d'avoir un outil
une plateforme très simple d'entrée qui soit bien la seule clé par laquelle, à l'inverse, vous soyez censé passer. En revanche, ça ne marche que si elle est extrêmement simple, voire plus simple que ce que vous trouverez sur le marché. Et ça, le fait d'avoir des agrégateurs qui donnent accès à différents modèles dans lesquels vous pouvez partager d'une équipe à une autre les agents, les assistants, fait que tout le monde se retrouve au même endroit. Et donc, vous pouvez contrôler. Deuxièmement, le fait qu'elle tourne en local, c'est-à-dire que vous avez une possibilité de faire toutes les requêtes ne sortent pas ensuite. Troisièmement, acheter français. Et c'est là où, pour le coup, on pousse énormément Mistral par rapport à ChatGPT et c'est quand même une nécessité. Ça, c'est les solutions techniques. Après, sur le fond, j'ai une approche qui est aussi essaie d'être très réaliste sur qu'est-ce que ce sont ces modèles. On dit l'IA, une espèce de robot un peu qui flotte. C'est ni plus ni moins qu'une régression linéaire avec des milliards de paramètres. Quand vous jouez avec Excel, vous avez votre droite que vous tracez. C'est la même chose. Donc, en fait, vous donnez à une formule mathématique des données pour ressortir quelque chose de structuré, qui a la forme des textes Mais en fait, l'usage que les salariés sont censés en faire ne diffère pas de si c'était l'usage des données, s'ils allaient sur Excel ou s'ils allaient faire autre chose. Et donc, tous les frameworks que vous avez pu mettre en place d'ores et déjà sur l'utilisation des données personnelles, sur quelles données on a le droit de manipuler, quelles données on n'a pas le droit de manipuler. La seule chose à la limite qui maintient, c'est tous les sujets, typiquement de génération d'images, où là, pour le coup, effectivement, les modèles sont censés être encadrés, mais c'est à vous de surveiller qu'ils ne fait pas n'importe quoi. Mais je vous assure que nous, on a eu une ou deux fois des alertes qui sont faites par les générateurs de modèles nous disant attention, j'ai l'impression qu'il y a eu des requêtes qui ne sont pas correctes, et on le sait tout de suite en fait. Donc, contrairement aux petits forestiers, nous on a mis une charte en place. Je dirais même que c'était presque une des premières étapes. Justement, en voyant l'accès aux outils externes, le risque de perte de données, on a voulu assez rapidement expliquer ce qui était possible de faire et pas possible de faire. Le langage aussi qu'on utilise quand on interagit avec une IA. On ne va pas provoquer une IA sur des sujets qui peuvent être interdits. Donc un certain nombre de règles de ce type-là. Puis c'est vrai qu'après, le fait d'internaliser et de sécuriser a permis, dans un second temps, mais ça a pris évidemment quelques mois le temps de réaliser le projet, de sécuriser la donnée. Et là aussi, la société a pris un engagement de ne pas utiliser les données qui sont saisies dans les prompts, par exemple, ou les données qui sont intégrées dans des fichiers attachés. On n'utilise aucune de ces données, on ne les stocke pas, et je dirais même au bout d'un certain nombre de jours, on les efface. Donc c'est également un engagement qu'on a pris. On a également pris un engagement, mais là c'est presque comme pour tout système informatique, c'est de n'avoir un accès que limité aux administrateurs, et donc la data que chacun saisit n'est pas accessible par les RH ou par d'autres. C'est ces engagements qu'on peut prendre au travers d'une charte. Oui, exactement les mêmes engagements. Vous parliez de RGPD, sur notre outil interne. Après 7 jours, suppression des discussions et des requêtes qui ont été émises. Alors ça peut faire débat, mais d'un point de vue RH, c'était aussi important de l'inscrire. Pas d'entraînement des modèles. Et de la même manière, c'est aussi pour répondre aux freins. On sait que sur les chatbots qui sont différents cas d'usage dans les différents métiers, beaucoup d'entreprises maintenant utilisent la technique du RAG pour aussi faire ingérer la donnée propriétaire en propre, la documentation de l'entreprise, ce qui permet d'avoir des biais sur les hallucinations qui sont vraiment très limités, et d'inscrire les sources aussi des données et de rassurer dans cet usage de la donnée qui est faite en interne. Et juste pour compléter, je vous donne un exemple. Hier, j'étais avec mes équipes et la direction informatique. On était en train de travailler sur la seconde partie de notre assistant RH, en se disant, mais est-ce qu'on peut pas, moi ce que j'ai envie, c'est d'y inclure en fait des données type nombre de congés payés, nombre de RTT et ainsi de suite. On est parti de se dire, donc on va mettre une API entre notre système d'information, on est sur Workday, on va les lier avec notre système de ChatGPT interne, donc qui est bien localisé, les données sont localisées, et l'API, dans l'API, en fait, on va déterminer exactement en fait, les informations qu'on va faire passer dans l'API. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire passer toutes les informations. J'ai dit clairement à mes équipes que toutes les informations en fait, de salaire, informations un peu trop personnelles, on ne les fera pas passer. Par contre, tout ce qui est remonté en fait, de congés payés, mes heures supplémentaires, etc., ça, on peut les faire passer. Il n'y a pas de confidentialité autour de ça, sachant que en fait, ne peut avoir accès à cette information que la personne qui doit être destinataire de l'information. C'est-à-dire, 1, le salarié concerné, et 2, son manager ou son RH. Donc on a réintroduit en fait, dans le système en fait, une explication organisationnelle de qui a accès à quoi en termes d'information. On a fait ça un peu simplement, mais on y est arrivé. Je voulais savoir quelle avait été, si tout ce qui était autour de la consommation énergétique, de l'IA générative, un petit peu dans les réflexions en termes de freins, voilà, si ça avait été, comment ça avait été un peu inclus
plus, puisque vous êtes dans des énormes groupes. C'est la dernière table ronde aussi. Ah d'accord, ok. Très bien. C'est On va un teasing. rester jusqu'au Ok. bout. Alors, Dernière table ronde, c'est environnement, sociétal, éthique et sécurité. Donc, ouais, Ok. on met un peu de... Très bien. Je peux quand même répondre en une seconde, parce que là c'est le directeur de la RSE qui parle. Je fais partie du comité d'investissement, et dans le comité d'investissement, en fait, systématiquement, en fait, je pose la question en fait de l'impact énergétique en fait de toutes nos solutions informatiques, notamment toutes les solutions informatiques d'infrastructure, de telle sorte que on en prenne conscience et qu'on identifie bien ça en fait dans nos bilans carbone, et de s'assurer que ce qu'on fait, non pas le moins d'impact possible, mais que on en prenne conscience. Ça, c'est déjà une première étape. Merci beaucoup à vous quatre.